Je me permets de prendre le relais, suite au brillant exposé de Sophie Lambert, pour aborder la question des libéralités graduelles et résiduelles sous un aspect plus notarial qu'universitaire, plus pratique que doctrinaire. Les libéralités graduelles et résiduelles entrent dans leur 18e année. Qu'en est-il de la maturité de ces outils mis à disposition du notariat depuis le 1er janvier 2007 ? Un grand nombre d'articles et de thèses ont fleuri depuis la loi du 23 juin 2006 au sujet des libéralités substitutives. L'évolution des termes utilisés dans certains de ces articles fait entrevoir une réticence certaine de la pratique notariale. À ne prendre qu'une des revues juridiques lues par la pratique notariale, à savoir le Desfrénois. Et pour illustrer mes propos, je citerai certains extraits résultant de 4 articles parus entre le 15 janvier 2017 et le 21 janvier 2022. Dans un article du 15 janvier 2017, le professeur Vernière et mon confrère Maître Bonnet, notaire à Paris, déclarent « 10 ans après avoir été profondément rénovées, ces libéralités substitutives rencontrent un succès certain en pratique, particulièrement les libéralités résiduelles. » Cette affirmation est suivie directement par la phrase suivante « Plusieurs questions demeurent cependant en suspens, tant au stade de leur formation qu'au moment où elles développent leurs effets. » Cet article était des plus optimistes pour la pratique, puisqu'il ne fait pas état d'un certain succès, mais d'un succès certain. 3 ans plus tard, le 18 juin 2020, mon confrère Yves Delcraz, notaire à Lyon, nous indique que la loi, je cite, « offre de nouveaux outils de gestion patrimoniale permettant aux praticiens de répondre aux besoins de leurs clients. » Il y a ensuite développé l'intérêt civil et fiscal des libéralités substitutives en rappelant l'innovation de la réforme du 23 juin 2006 et le nouveau dispositif de transmission patrimoniale en résultant, tout en soulevant la question de la subrogation et de la réserve. Il est intéressant de constater que cet article datant de 2020 qualifie ce dispositif d'innovation. Nous passons donc d'un article de 2017 constatant un succès certain dans la pratique à un article de 2020 rappelant au notaire une innovation juridique ayant 13 ans d'âge. Le 9 septembre 2021, le professeur Vareille et mon confrère maître Ernst Berger, notaire ici et Monimo, dans un article dénommé « Notaire, qu'avez-vous fait des réformes ?» ont écrit au sujet des libéralités substitutives, je cite, « Les libéralités substitutives, dont l'ouverture sans restriction a été une réforme spectaculaire, sont sans doute employées de façon encore modeste et inégale dans le monde notarial. Le succès certain de 2017 se transforme en emploi modeste en 2021. » Je n'ose vous relater un article de notre confrère, maître Frédéric Roussel, paru le 21 juillet 2022, émettant le vœu de passer du ménage à 3, que constitue la libéralité à 3 personnes, pour reprendre l'expression du professeur Vernière, à un autre ménage à 3, la fiducie-libéralité, aujourd'hui expressément interdite par l'article 2013 du Code civil. Quel est le rôle dans la mise en place des libéralités substitutives? Quel est le rôle du notaire, pardon? Quelles sont les difficultés que rencontrent les notaires, difficultés dont certaines font l'objet de vifs débats au sein de la doctrine? Après avoir présenté un état de la pratique au niveau d'une compagnie de notaires, et 2 cas ayant fait l'objet de 2 arrêts de la Cour de cassation, j'aborderai quelques difficultés pratiques liées à l'application des 9 articles du Code civil régissant les libéralités graduelles et des 5 articles du Code civil régissant les libéralités résiduelles, pour conclure sur le rôle du notaire face à ces outils. Pour sortir la lecture des articles doctrinaires, des thèses ou des questions-réponses que nous pouvons consulter sur les sites des divers clients de France, j'ai voulu connaître la pratique des membres de ma compagnie, à savoir la compagnie du Bas-Rhin. J'ai à cet effet interrogé l'intégralité des notaires de la compagnie. La compagnie des notaires du Bas-Rhin est composée de 256 notaires donc, répartis sur 76 offices. 42 offices sur 76 ont répondu à ma demande de savoir, premièrement, s'ils ont déjà pratiqué dans leur étude des libéralités graduelles ou résiduelles. Deuxièmement, dans l'affirmative, quelles étaient les motivations des disposants. Sur ces 42 offices, 13 ont répondu par l'affirmative. Donc 13 sur 76 a priori. Géographiquement, 3 des offices se situent sur Strasbourg, le restant des offices se répartissent sur tout le territoire de la compagnie. Sur les dits 13 offices, 2 offices déclarent traiter régulièrement de ce type de dossier. 3 offices déclarent en avoir traité 2, le restant des offices déclarent en avoir traité un seul. 3 offices sur les 13 déclarent avoir traité de legs graduels.
Tous les autres offices n'ont traité que de legs résiduels. La grande majorité des cas concernaient des disposants n'ayant pas de descendance, souhaitant avantager leur conjoint ou partenaire pacsé, tout en prévoyant qu'au décès de ces derniers, les biens puissent revenir à la famille d'origine. La deuxième motivation la plus fréquente était clairement de favoriser l'enfant handicapé, mais également de prévoir qu'au décès de cet enfant, les biens reviennent à ses frères et sœurs. Je me permets de vous lire sans filtre quelques réponses de mes confrères qui, outre les données statistiques rappelées ci-dessus, démontrent que les libéralités graduelles et résiduelles ne sont pas rentrées, loin de là, dans la pratique notariale. Peut-être vous faire sourire, mais je vais vous lire déjà la première réponse que j'ai sélectionnée. Chers confrères, je me permets tout d'abord de vous féliciter sur le sujet choisi. On remercie Sophie Lambert pour le sujet choisi et pour le travail engagé. Ce sujet est intéressant sur le plan intellectuel, sans doute également pour notre pratique notariale, peut-être à développer. Pour ma part, je n'ai pas encore été amené à proposer ces cadres juridiques. Deuxième réponse. Chers confrères, je n'ai à ce jour régularisé aucun legs de ce type. Ce type de legs a été évoqué avec l'un de mes clients en raison de la présence d'un enfant handicapé, mais jamais régularisé. La seule et unique fois que j'ai traité ce sujet était lors d'un de mes examens. Mon cher confrère, je m'empresse de vous indiquer que je n'ai procédé depuis 2007 qu'à la réception d'un seul testament authentique avec stipulation de legs résiduels. La motivation de mon testateur était de prévoir le sort des biens transmis à sa fille handicapée, première gratifiée après la disparition de cette dernière. À toutes fins utiles, j'ai été amené à recommander les legs de résiduaux avant 2007. Sa validité n'était pas contestée. À ce sujet était régulièrement abordé lors des examens professionnels. Ma longue pratique professionnelle me permet de constater que ces legs sont méconnus et donc peu mis en œuvre malgré leurs avantages. Je vous en livre encore deux parce que c'est la meilleure illustration de notre sujet. Mon cher confrère, c'est un outil intéressant intellectuellement, mais les gens se compliquent déjà tellement la vie tout seuls qu'en pratique, je n'ai dû le proposer qu'une dizaine de fois et je ne dû en établir que 2 ou 3. Et je n'ai pas encore eu à en appliquer, que ce soit les miens ou ceux établis par un confrère. Vous comprendrez qu'il commence déjà à se poser la question sur des problèmes de liquidation. Et le dernier pour finir, puisque le temps m'est compté, mon cher confrère, je n'ai eu que très rarement rédigé des dispositions graduelles ou résiduelles, donation ou legs. Je me souviens de 2 cas en 25 ans d'exercice. Et je ne pense pas en oublier. Pour tout vous dire, ces dispositions sont trop rares, voire rarissimes, alors que nous n'hésitons pas à l'étude à proposer ce mécanisme. Trop compliqué, trop contraignant ou pas assez selon les cas. Toutefois, est-il que ce montage ne convient qu'à une minorité infinitésimale. Voilà. Ce serait intéressant de faire la même analyse auprès de vos compagnies. Malgré la parution régulière d'articles motivant fortement les notaires à faire usage de ces outils, j'ai cherché à comprendre d'où peuvent provenir les réticences du monde notarial. Sont-elles à rechercher dans la jurisprudence? La jurisprudence depuis 2007 est rare en la matière. Seuls 2 arrêts de la Cour de cassation me sont connus, et malheureusement tous 2 condamnent les notaires. Ceci étant, vous verrez à la lecture des faits que ces condamnations peuvent tout à fait se comprendre et ne doivent en rien freiner les notaires consciencieux à faire usage de ces outils juridiques que constituent les libéralités substitutives. Quels sont ces arrêts? Nous avons un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 20 février 2008. Je vous résume les faits. M. Arsénix est décédé le 14 mai 1974 en laissant pour lui succéder son épouse Simone, désignée comme légataire universelle de l'ensemble de ses biens, avec faculté de les aliéner à titre onéreux. Ses 3 neveux et nièces désignés comme légataires de tout ce qui resterait des biens lors du décès de son épouse. L'épouse Simone est décédée le 17 mars 1997 en léguant par testament du 16 août 1996 tous ses biens à M. B, qui a été envoyé en possession de la totalité des biens par ordonnance du 11 juin 1997. M. B est décédé le 9 octobre 1998, laissant pour lui succéder ses 3 filles. Les neveux et nièces de M. Arsénix ont assigné le 10 août 2001 l'administrateur provisoire de la succession pour annuler le legs universel consenti à M. B et obtenir la délivrance du legs de résidu. Ils ont agi en responsabilité à l'encontre de l'office notarial qui avait réglé la succession de la veuve Simone de M. Arsénix.
Cet arrêt concerne le legs de résiduaux avant réforme du 1er janvier 2007. Il est intéressant de constater que le disposant a stipulé un legs universel au profit de son épouse. La Cour de cassation a notamment sanctionné la Cour d'appel de ne pas avoir individualisé les valeurs mobilières subsistantes au décès de la veuve par rapport aux liquidités existantes et a confirmé que les droits du second gratifié sur des immeubles ne peuvent se reporter ni sur le produit des aliénations, ni sur de nouveaux acquis. Mais surtout, la Cour de cassation a retenu que le notaire avait manqué à ses obligations. En réglant la succession de Simone sans tenir compte du legs de résiduaux, bien que le dit notaire ait fait connaître par lettre aux bénéficiaires du legs de résiduaux la déclaration de succession de la veuve Simone et les démarches à poursuivre pour déterminer la consistance des biens restants. Malheureusement, ces informations n'ont été transmises que postérieurement au règlement par le dit notaire de la succession de l'allégataire universel sans tenir compte du legs de résiduaux. Nous avons un deuxième arrêt de la Cour de cassation, toujours de la première chambre civile, du 14 avril 2021. Quels sont les faits? Madame A est décédée le 10 février 2010, laissant pour lui succéder son époux et son fils. Au dos d'un tableau, Madame A avait rédigé le 3 décembre 2006 un testament holographe ainsi libellé. Je veux que ce tableau, ainsi que tout ce que je possède, rue des J, maison et son contenu, maison 6 ABM, rue du C, et son contenu, aille en direct legs à mon époux bien-aimé, monsieur D, le jour de ma mort. À la mort de celui-ci, tout reviendra à mon fils F, mais pas du vivant de son père. Aucun autre héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit. Le 5 novembre 2010, Maître P, notaire, a établi un acte de partage en considérant que ce testament instituait M. D, donc le père, légataire à titre particulier des biens et droits immobiliers visés dans le testament et notamment la pleine propriété de la maison située à BM. Après s'être remarié, M. D a, le 3 septembre 2013, vendu à sa nouvelle épouse la maison 6 ABM, acte reçu par le même notaire que celui qui a établi l'acte de partage. Arguant du fait qu'il avait bénéficié d'un legs graduel de la maison et non d'un legs résiduel, et qu'en conséquence l'acte de partage était affecté d'une erreur résultant d'une mauvaise interprétation de cette libéralité, le fils commun, M. F, a assigné son père et le notaire afin d'obtenir la nullité de cet acte et la condamnation du notaire à réparer les préjudices causés par le manquement à son devoir de conseil. Il faut préciser que Maître P a lui-même reçu l'acte de vente de la maison 6 ABM le 3 septembre 2013, alors qu'il était informé depuis décembre 2012 de l'existence de contestations concernant le règlement de la succession de la veuve. La Cour d'appel a annulé l'acte de partage et a condamné le notaire à réparer les préjudices. La Cour de cassation n'a fait que casser le mode de calcul du préjudice subi par l'office. Je ne reviendrai pas sur le détail de cette affaire. Le notaire a manifestement voulu régler une succession entre un père et un fils à travers des actes de partage et de donation. Il y avait également une donation dans l'affaire, pour sortir des dispositions voulues par la veuve. La revente de la maison 6 ABM à la nouvelle épouse du père a fait voler en éclats cet accord totalement artificiel d'un point de vue juridique. Voilà, après avoir rappelé un peu le sentiment de la Compagnie du Bas-Rhin sur ces libéralités et deux points de jurisprudence, mais qui justifient clairement que les notaires aient été condamnés, je vais aborder rapidement les difficultés rencontrées par la pratique qui n'ont pas déjà été évoquées par Sophie Lambert. Les praticiens adoreraient être confrontés à l'hypothèse où un disposant aurait deux enfants, l'un sain d'esprit et bon gestionnaire, l'autre handicapé, ainsi qu'un patrimoine de 3 immeubles de même valeur. Dans cette hypothèse, il pourrait être envisagé une libéralité graduelle de 2 immeubles à l'enfant handicapé, en prévoyant comme second gratifié l'enfant bon gestionnaire. Il n'y aurait pas de débat de réserve, puisque l'enfant bon gestionnaire aurait droit au 3e immeuble au titre de sa réserve. L'enfant handicapé, s'il est sous tutelle et que le tuteur demande la levée de la charge sur la quote par réservataire, pourrait faire lever la charge sur l'un des 2 immeubles qui sont divisibles. Malheureusement, ce cas d'école ne se présente jamais. Par contre, les difficultés énumérées ci-après se présentent souvent. Nous avons déjà le problème du droit au logement du conjoint du premier gratifié. Il peut arriver que l'un des biens objet de la libéralité substitutive constitue la réserve principale du premier gratifié de son conjoint.
Ledit bien ne dépendant pas de la succession du premier gratifié et revenant au second gratifié directement du disposant, le conjoint survivant du premier gratifié n'aura aucun droit de maintien dans les lieux. Nous avons également des difficultés qui peuvent apparaître quant à la gestion des biens par le premier gratifié. Le premier gratifié a l'obligation de conserver. Que signifie cette obligation? Il ne peut détruire le bien. En ce sens, un arrêt de la Cour de cassation, certes, d'avant la réforme de 2006, mais toujours d'actualité, qui a refusé au premier gratifié de transformer une exploitation agricole en carrière. Les textes, s'agissant des libéralités graduelles, ne prévoient aucune obligation autre que de conserver et de transmettre à la charge du premier gratifié. Quid des impenses réalisées par le premier gratifié? Professeur Vernière et Maître Bonnet font une distinction entre impenses nécessaires, impenses utiles et impenses voluptuaires. Nous avons l'article 1052 qui rappelle qu'il appartient aux disposants de prescrire les garanties et les sûretés pour la bonne exécution de la charge. Au titre du devoir de conseil, ces questions ne peuvent être passées sous silence, sous peine d'une action en responsabilité envers le notaire. Nous pourrions nous poser la question, qui a déjà été abordée, de l'abandon de la jouissance anticipée du bien. L'article 1050 alinéa 2 du Code civil permet au premier gratifié d'abandonner au profit du second la jouissance du bien. La question a été posée de savoir si un tel abandon peut être qualifié de donation. Certains auteurs considèrent qu'à défaut d'avantage pour le premier gratifié en compensation de l'abandon de ses droits, l'opération pourrait éventuellement être disqualifiée en donation indirecte. Mais en réalité, la plus grande difficulté pratique, nous le verrons, concerne la valorisation du bien et la valorisation de la charge. D'un point de vue fiscal, cela a l'air relativement simple, et cela a déjà été abordé rapidement par Sophie Lambert. L'administration fiscale n'applique pas de réfaction à la valeur vénale du bien au titre de la charge de conserver et de transmettre lorsque ce bien revient au premier gratifié. Oui. L'article 761 du Code général des impôts dispose que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, sans distraction des charges. L'article 784C du Code général des impôts dispose que le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur actifs transmis dans les conditions de droit commun. Ce même article dispose, outre qu'au décès du premier gratifié, soit donc lors de la transmission au second, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le disposant et le second gratifié. Il sera tenu compte du régime fiscal applicable au décès du premier gratifié et les droits acquittés par le premier gratifié pourront être imputés sur les droits dus par le second gratifié. Pour résumer, si un immeuble a été transmis à un enfant du disposant, à charge pour ce dernier de conserver et de transmettre à un autre enfant du disposant, que les règles fiscales n'ont pas changé et que le bien n'a pas changé de valeur entre les deux décès, il n'y aura pas de droit de mutation à titre gratuit à payer lors du décès du premier gratifié. Les règles fiscales paraissent relativement simples. Qu'en est-il d'un point de vue civil? Puis des valeurs d'imputation pour le calcul de l'indemnité de réduction. Un certain nombre d'auteurs font des parallèles entre la double libéralité en usufruit et nue propriété et la libéralité graduelle. Cette analogie a une limite, le caractère certain de l'un et le caractère conditionnel de l'autre. La double libéralité profite immédiatement de personnes distinctes, d'une part le bénéficiaire de l'usufruit, d'autre part l'attributaire de la nue propriété. La libéralité graduelle profite immédiatement au premier gratifié, mais ne profitera peut-être jamais au second gratifié, dans l'hypothèse où ce dernier prédécéderait avant le premier gratifié ou renoncerait à la libéralité. Une seule hypothèse écarte le caractère conditionnel et fait bien profiter la libéralité aux deux gratifiés. La donation d'un bien par le disposant suivie du prédécès du premier gratifié avant le disposant. Dans la succession du disposant, nous aurons bien à prendre en compte un émolument pour le premier gratifié au titre de la donation, mais également un émolument pour le second gratifié qui recevra du disposant ce même bien. Seul dans cette hypothèse, le caractère certain du bénéfice de la libéralité pour les deux gratifiés impose, à mon sens, de splitter la valeur du bien entre premier et deuxième gratifié. Certains auteurs qui pourtant nous confirment que le premier gratifié doit être considéré comme un propriétaire ordinaire ou propriétaire lambda
raisonne par analogie au démembrement, en indiquant que l'un des gratifiés devrait avoir une évaluation de son émolument proche de l'usufruit, et l'autre gratifié une évaluation de son émolument proche de la nue propriété. Le mode de calcul pour s'éloigner du proche, mais pour être précis, n'étant pas déterminé. Nous pourrions plutôt raisonner sur la base de la durée de vie du bien au sens comptable du terme, en appliquant des pourcentages par rapport à la durée de propriété du premier gratifié. Si le bien peut être considéré comme ayant une durée de vie de 30 ans, et que le premier gratifié bénéficie du bien durant 5 ans, l'émolument au titre du premier gratifié serait de 5/30 de la valeur du bien et au titre du second gratifié de 25/30 de la valeur du bien. Ce n'est qu'une possibilité, les débats sont vifs à ce sujet. Se pose ensuite une autre question qui suscite également des débats, de savoir si cet émolument doit être d'un point de vue civil considéré comme brut ou net de charge. La Cour de cassation a maintes fois réaffirmé que lorsqu'une donation est assortie au profit du donateur d'une charge d'entretien, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve. La charge devrait en conséquence faire l'objet d'une évaluation pécuniaire. Dans cette logique, certains auteurs défendent effectivement le fait qu'il y a lieu d'évaluer un émolument net. Mais pour n'aborder que les réflexions principales, parce que je suis limité par le temps, sur la valorisation de la charge, je souhaite soumettre à la sagacité de l'Assemblée les points suivants. De quelle charge parle-t-on? D'une charge de conserver et de transmettre. Est-il envisageable de comparer une telle charge à un usufruit? Je rappelle que les clauses d'inaliénabilité, d'exclusion de communauté et autres, souvent stipulées dans des libéralités classiques, ne sont jamais prises en compte dans les opérations liquidatives. Quid si le second gratifié décède ou renonce? Dans cette hypothèse, la charge se résume à une clause d'inaliénabilité jusqu'au dit décès ou la dite renonciation. Quid d'une liquidation en tenant compte de cette charge et en répartissant l'émolument net entre premier et deuxième gratifié, alors que le second gratifié est en définitive prédécédé? Faudrait-il faire une nouvelle liquidation? Quid du cantonnement de la charge par l'héritier réservataire, et donc d'éventuels biens restant grevés de la charge et d'autres biens libérés de la charge? Pour ma part, en tant que praticien, je ne peux m'imaginer une double liquidation et propose pour la simplification et la sécurité des opérations de ne pas valoriser la charge. Venons-en rapidement au dernier point qui est celui du rôle du notaire, et il est loin de ne pas être important en la matière. Les articles 1048 à 1061 du Code civil obligent le notaire rédacteur de la libéralité à prendre position sur de nombreux points. Il résulte de l'article 1048 que le second gratifié doit être désigné dans l'acte, de l'article 1056 qu'en cas de prédécès ou de renonciation du second gratifié, l'acte peut prévoir expressément que les héritiers du second gratifié pourront requérir la libéralité ou même désigner un autre second gratifié. La désignation d'un second gratifié, voire d'un second gratifié subsidiaire, sera donc un élément important de discussion entre le notaire et son client. L'article 1049 impose de définir les biens et droits identifiables. Je rappelle l'intérêt, en cas de legs universel d'un inventaire, et l'intérêt certes discuté en l'absence de jurisprudence, d'une clause d'emploi sur les sommes d'argent sous les réserves déjà relatées tout à l'heure par Sophie Lambert. Et enfin, l'obligation revenant au notaire de soumettre les immeubles à publicité. En parlant de publicité, je me permets d'exprimer un souhait et de prévoir dans une future réforme concernant le fichier central des dispositions de dernière volonté la publication obligatoire de l'existence des libéralités graduelles ou résiduelles. Donc on ne sait pas de quel type de disposition il s'agit, mais on saura qu'il existe une disposition au nom du disposant, mais surtout au nom du premier gratifié, afin que le notaire réglant la succession du premier gratifié puisse tenir compte de ces libéralités dans le règlement de la succession de ce dernier. Une telle publicité éviterait au notaire du premier gratifié, surtout s'il ne s'agit pas du notaire du disposant, d'être actionné en responsabilité pour avoir méconnu les charges résultant d'une telle libéralité graduelle ou résiduelle, alors qu'à défaut d'un immeuble grevé d'une telle charge et faisant ressortir au titre de sa publicité obligatoire la dite charge, le dit notaire ne pourrait, en cas de silence du premier gratifié, connaître l'existence de la charge. L'article 1052 dispose qu'il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
Il en va de la responsabilité du notaire de justifier d'avoir donné les conseils appropriés aux disposants pour ne pas se voir reprocher les absences de garantie de sûreté. En s'inspirant des mesures protectrices existant antérieurement à la réforme de 2006, le disposant pourrait prescrire un inventaire obligatoire, la désignation d'un tuteur à la substitution, la production annuelle d'un compte de gestion, la constitution de sûreté au profit du second bénéficiaire, le mode de valorisation des impenses, l'identification des supports financiers des sommes d'argent, avec éventuellement clause d'emploi, toujours sur les réserves émises précédemment. Si le législateur a été concis en résumant les libéralités graduelles et résiduelles à 14 articles du Code civil, vous constaterez que les 10 articles impliquent fortement le notaire dans les choix rédactionnels. Pour conclure, il y a lieu de constater que les libéralités graduelles et résiduelles, si elles ne sont pas encore de pratique courante, le deviennent de plus en plus. Nos clients en entendent parler, et il est impératif que le notaire puisse leur donner les bons conseils. Il n'en est pas moins vrai. Il s'agit de mettre en place une opération complexe. Il s'agit d'un travail de haute couture. Il faudra connaître parfaitement le patrimoine du disposant, les relations de ce dernier avec son conjoint ou partenaire, avec ses héritiers réservataires et légaux. Il faudra surtout garder la trace de toutes explications données sur la distinction entre libéralité graduelle et résiduelle, sur les options qu'offrent les textes du Code civil dans le cadre de la rédaction de la libéralité, sur toutes les questions non tranchées en doctrine, en absence de jurisprudence, pour aboutir à chaque fois à une solution la plus adaptée possible à la situation familiale et patrimoniale. Dans l'hypothèse d'un consensus familial, il serait bon, sous réserve d'obtenir l'accord express du disposant, d'expliquer la démarche aux membres de la famille. Dans les logiciels de rédaction d'actes à la disposition des notaires, nous trouvons des matrices de donation graduelles ou résiduelles qui, manifestement, n'abordent pas les difficultés évoquées par Sophie Lambert ou moi-même. Mais comme il s'agit de haute couture, la chose n'est pas gênante. Il ne s'agit pas de remplir une trame, mais de conseiller le plus finement possible ses clients. Chaque situation sera différente. En conséquence, chaque acte sera unique, comme une robe de haute couture, et vous pourrez, comme le disait maître de corps, mon voisin, remontrer toute votre compétence en ayant la confiance de vos clients. Je vous remercie.